Bonjour tout le monde, bienvenue à ce webinaire. Je suis Shada Benallal, conseillère en communication au service des communications stratégiques et du développement durable à la PCHQ. Donc aujourd'hui, nous accueillons Eric Descarruffel, courtier en assurance de dommages chez Leader Group et Associations, pour nous parler des notions clés de l'assurance de dommages et du renouvellement 2025-2026. Professionnel chevronné de l'assurance de dommages, Monsieur Descarruffel cumule plus de 35 ans d'expérience au sein de grands cabinets d'assurance nationaux et internationaux. Tout au long de sa carrière, il a développé une expertise pointue dans la conception, l'administration et la gestion de programmes d'assurance destinés aux groupes et associations. La gestion des risques et les services conseils, ainsi que la souscription d'assurance n'ont plus de secret pour lui. Avant de commencer, je vous informe que vos caméras et micros ont été fermés par l'équipe technique. Je vous invite donc à poser vos questions directement dans le chat tout au long de la session. À noter aussi que M. Descarruffel répondra aux questions d'ordre général durant le webinaire. Donc, pour toute question plus spécifique à votre situation, vous pourrez le contacter après cette session. N'hésitez pas à mettre un pouce aussi sur les questions qui vous interpellent pour éviter les répétitions. Puis, nous allons répondre à vos questions à la fin de la présentation à partir de 12h45. Sur ce, je vous souhaite un excellent webinaire. Monsieur Eric, je vous laisse la parole. Bien, merci, Shada. Merci à toute l'équipe de la PCHQ de nous offrir cette fenêtre-là qui va nous permettre de s'adresser aux inspecteurs en bâtiment. Dieu seul sait que je vous parle régulièrement. Je suis chez Centrex à PCHQ. Je suis, depuis le début du programme Centrex à PCHQ pour les inspecteurs en bâtiment, je suis là depuis le 1er novembre 2023 à vous accompagner et à répondre à l'ensemble de vos questions. Et je sais pertinemment que j'ai dû parler à une bonne partie des inspecteurs en bâtiment, mais c'est toujours agréable là, de faire un petit recap là-dessus. Aujourd'hui, on va aller quand même rapidement parce que je veux laisser un peu d'espace pour la section questions-réponses pour qu'on puisse jaser encore entre nous. Bien, c'est de comprendre la base de l'assurance. La base de l'assurance dans vos contrats, c'est de la responsabilité civile et c'est de la responsabilité professionnelle. Aller vers qu'est-ce que c'est la responsabilité professionnelle, ce que signifie l'inspection visuelle non destructive, parler un peu de gestion du risque, de sinistre, des événements qui se sont passés et votre renouvellement 2025-2026. On va y aller tout de suite avec la diapositive numéro 1, Frédéric. OK. Donc, on tourne, on est toujours à l'ordre du jour, je viens d'en parler. On va y aller pour comprendre les bases de l'assurance de dommages. Bien, écoutez, à vos contrats, c'est essentiel d'avoir de la responsabilité civile parce qu'elle couvre les opérations de votre entreprise. C'est-à-dire que vous pourriez faire face à des poursuites pour dommages corporels ou dommages matériels que vous pouvez causer aux tiers. Parce que la responsabilité civile, la poursuite vient toujours de tiers, de quelqu'un d'autre, de quelqu'un de lésé. Ensuite, ben, c'est la responsabilité professionnelle. Là, les gens me posent la question, on donne des options, exemple au programme, l'option 1 et l'option 2. Je veux juste que les gens comprennent comment on distingue, l'assurance, les montants d'assurance, les limites d'assurance. La limite d'assurance, exemple de l'option 1, c'est 1 million de responsabilité civile par événement. 2, c'est le 2 millions, lorsque vous voyez, c'est 1 par événement, 2 par période, c'est-à-dire qu'on ne peut pas accueillir plus que 2 millions de réclamations, mais au maximum 1 par réclamation. Donc, vous comprendrez que si vous êtes poursuivi une première fois pour 1 million, une deuxième fois pour 1 million, votre limite par période est atteinte. Donc, ce qui est, moi vous dire, très, très rare, mais les assureurs interrompent ça à une certaine limite. Il en est de même pour la responsabilité professionnelle où on dit 1 million par événement, 2 millions par période, c'est-à-dire vous recevez
deux mises en demeure qui engagent 1 million, ben, vous comprendrez qu'il n'y aura pas de place pour une troisième dans la même période, c'est-à-dire dans le même terme de police, entre le 1er novembre 25, exemple, et le 1er novembre 26. Je viens d'expliquer comment ça s'articule et moi, ce que je recommande à tout le monde, que vous soyez euh, votre pratique corresponde plus à l'option 1, allez donc vers le 2. Ça vous donne une zone de dégagement beaucoup plus intéressante afin de vous protéger. Vous comprendrez, exemple, vous avez malheureusement fait une erreur ou quelque chose du genre et qui entraîne un dommage sévère à un bâtiment de 6 copropriétés et qui crée, exemple, un incendie suite à votre erreur ou à votre opération. Mais malencontreusement, vous avez accroché un fil ou quelque chose comme ça, bien, c'est bien clair que la limite du 2 millions va être atteinte rapidement. Imaginez-vous, 6 condos, c'est jamais tout à fait détruit. Mettons 200 000 de dommages par condo, plus le contenu, plus les frais de subsistance, etc., le temps de réintégration, écoutez, la limite de 1 million s'avérera insuffisante très rapidement. Donc, on vient de parler des limites d'assurance. On peut passer à un autre diapo. La responsabilité civile, son utilité, bon, c'est les poursuites pourraient être intentées contre vous. Des blessures corporelles, des dommages matériels d'une tierce partie de vos clients, fournisseurs ou sous-traitants. Oui, parfois, il peut y avoir des réclamations de sous-traitants, mais ça, écoutez, dans votre cas, ça va être d'une rareté, ça va être rarissime. Les réclamations sont sur une base d'événements. Donc, votre police, même si elle a changé je m'en allais dire un mot en latin, carriers, elle a changé d'assureur. Vous étiez avec l'unique et vous passez à la souveraine. L'important, c'est d'adresser cette réclamation-là. On dit pourquoi la responsabilité civile? Bon, ben écoutez, il y a le fameux exemple qui vient vite, vite. Vous avez un escabeau ou une échelle sur le bord d'un bâtiment, malencontreusement, par manipulation, elle trouve le moyen d'aller basculer sur le véhicule du propriétaire, ben, vous comprendrez que la poursuite, les dommages au véhicule causés par votre échelle, c'est un dommage qui est au tiers et qui va vous atteindre. J'en ai un autre plus songé, mettons, en responsabilité civile, un exemple de sinistre. Donc, pourquoi que c'est utile? Euh, je vais aller rapidement. C'est un inspecteur. On lui dit, j'ai très, très confiance en vous, monsieur, je dois partir vite, vite, j'ai les enfants à aller chercher à la garderie. OK. Parce qu'elle a eu un appel d'urgence de la garderie, la dame s'en va chercher son enfant. Elle s'aperçoit que son enfant, bon, ils ont dit, écoutez, madame, il faut aller à l'hôpital. Elle s'en va à Sainte-Justine avec son petit bébé. Bien, elle a fait confiance en vous. Elle a dit, vous allez verrouiller la porte, vous allez quitter les lieux. Malheureusement, la porte ne clenche pas bien. Bon, on est en février. Bon, et lorsque vous êtes parti, la porte s'est ouverte. Et il y a eu des dommages causés par le gel. Les tuyaux, parce que c'est une vieille maison en plus, les tuyaux du chauffage, etc., ça a gelé. Et la dame est revenue comme le surlendemain à la suite de l'urgence qui a été causée. Puis les dommages étaient causés au bâtiment. Donc, ça, c'est une poursuite qui va être faite par son assureur habitation qu'on appelle en subrogation. Donc, c'est un exemple de sinistre. C'est un sinistre de fin du monde, vous allez me dire, mais ça vous protège en quelque sorte pour ces réclamations qui viennent de tiers. On tourne la page, Frédéric. C'est le fun, je me sens un peu à tout le monde en parle. On tourne la page, Frédéric. La responsabilité professionnelle, ben écoutez, elle est, je pense, vous en connaissez toutes
les faits essentiels, écoutez, on reçoit facilement au-delà de 50 réclamations annuellement pour le pool d'inspecteurs qu'on représente pour le programme des inspecteurs en bâtiment. On prend fait et cause pour vous. Donc, on va aller chercher, on va vous protéger contre les pertes financières. Il faut qu'il y ait une perte financière au bout de tout ça. On va prendre fait et cause sur une perte financière qu'un tiers pourrait vous adresser, soit en raison d'une d'omission, faute ou négligence de votre part. Que les allégations soient justifiées ou non. Écoutez, répondre à une mise en demeure, ben, c'est un avocat qui écrit par un autre avocat. Donc, puis souvent, on vous donne très peu de temps, vous recevez la mise en demeure, il reste déjà 5, 6, 8 jours à répondre immédiatement aux allégations du tiers, qu'ils soient justifiées ou non. Malheureusement, oui, au Québec, il y a encore des réclamations qui sont de type un peu futile, mais il faut comprendre que les gens ont une certaine fragilité dans la mesure où c'est l'investissement d'une vie. On a tous acheté une maison ou un condo, ou en tout cas, pour certains, ça viendra. C'est l'investissement d'une vie. Et parfois, on constate qu'on est arrivé dans une maison qui est peut-être idéale pour bricoleur. Et la déception se vit en couple, en famille. Et parfois, bon, on cherche à mordre celui qui est le plus proche du bord. Et vous comprendrez qu'aujourd'hui, il y a des maisons qui se vendent sans garantie légale, etc. Fait qu'ils vont du côté, les avocats, les gens vont aller du côté où il y a de l'assurance ou du moins un peu de capital pour se faire indemniser. C'est pas évident, euh, euh, toute cette partie-là de futilité, mais de répondre. Si vous n'aviez pas de responsabilité professionnelle, ça serait votre poche qui paierait un avocat pour répondre à la mise en demeure, essayer de trouver des solutions. Ben, c'est ça. Lorsque vous confiez votre sinistre à l'assureur, c'est la première décision lorsque vous avez une réclamation. Je la règle toute seule ou je la règle avec l'assureur. On la prend, on la délègue à l'assureur et l'assureur va prendre fait et cause. Il va vous défendre. Il va vous écouter. Il va lire les inspections et c'est pour ça que la responsabilité civile professionnelle est montée pour vous. On tourne la page, Frédéric, s'il vous plaît. Donc, il y a des composantes qui, dans une responsabilité professionnelle, la date de rétroactivité. Est-ce besoin d'en parler beaucoup? Mais c'est un fondement, c'est la date qui décide à partir de quelle date on est capable de recevoir les réclamations. Exemple, vous avez une date de rétroactivité du 1er septembre 2025. Ben, si vous aviez fait des inspections durant l'été 2025, malheureusement, si vous avez fait une erreur ou une omission, c'est non recevable parce que votre date de rétro va au 1er septembre 2025. Donc, ça existe parce que faut que la police soit en force pour prendre en charge la réclamation au moment du sinistre. Donc, quand vous avez une mise en demeure, même si elle date de 2023, si votre date de rétroactivité est antérieure à 2023, c'est-à-dire quelques jours avant ou quelques années avant, c'est un élément qui vient vous protéger et vous adresser votre réclamation à l'assureur qui vous assure actuellement. Donc, dans le cas qui nous occupe, c'est la souveraine. Les réclamations vont être suivies et rendues à l'assureur, puis c'est lui qui va s'en occuper. Il y a aussi une autre protection qui est non négligeable, mais qui pose des questions. On appelle ça la période de déclaration prolongée. Vous voulez prendre une pause professionnelle, vous voulez vous retirer, prendre une retraite bien méritée. Ben, ça va faire durer votre police à son terme, que ce soit 1 année, 2 années, 3 années, 4 années. Il y a des choix. Il y a une tarification qui est liée à ça. Et ça va vous permettre d'être protégé jusqu'à 6 années dans le cas des inspecteurs en bâtiment, lorsque vous sélectionnez ça et que vous vous retirez. Donc, c'est peut-être un petit fonds que vous devriez vous constituer
pour prévoir qu'un jour, vous allez prendre votre retraite et qu'un jour, vous serez appelé à prendre une retraite ou vous retirer complètement du métier. Donc, vous aurez les sous pour payer cette période de prolongement, le fameux Extended Reported Period, qui va faire en sorte que pendant les 6 années après la cessation de votre pratique, vous allez être protégé. On passe à une autre diapositive, s'il vous plaît. Donc, la responsabilité professionnelle puis la responsabilité civile, question de démêler tout le monde. La civile, c'est pour les dommages matériels et corporels. La professionnelle, c'est les dommages financiers, pécuniers que vous pouvez causer à des tiers. Faire tomber une transaction des ventes, la diminution des prix. Ah ouais, je ne l'aurais jamais acheté. Donc, la professionnelle va aller là. La prise en charge de la réclamation, c'est l'assureur au moment de l'événement qui prend en charge la réclamation en civil. Lorsque c'est la responsabilité professionnelle, c'est l'assureur au moment de la réception de la réclamation. Donc, vous auriez pu être assuré par Pierre Jean-Jacques en 2021. C'est l'assureur qui tient la police actuellement qui va recevoir la réclamation. La responsabilité civile vient exclure dans son libellé les dommages liés à la responsabilité professionnelle. J'ouvre un petit parenthèse d'histoire. La responsabilité professionnelle va apparaître au début du 20e siècle. Il y a les gens qui étaient riches et célèbres à l'époque, c'était des médecins, des professions libérales. C'est ces gens-là qui souscrivaient des belles polices d'assurance, habitation et responsabilité civile. Sauf qu'on a vu au début du 20e siècle apparaître des réclamations parce que le monsieur était médecin puis exerçait sa pratique dans son sol ou dans une des pièces de sa maison ou le notaire était dans son appentis ou quelque chose comme ça, et on adressait au notaire personnellement son erreur. Exemple, il n'avait pas vérifié les certificats de localisation ou le médecin qui n'avait pas fait une bonne prise en charge. Donc, à ce moment-là, les assureurs ont dit ouais, c'est bien beau, mais moi, c'est la vie privée du médecin que je veux couvrir et non pas sa vie professionnelle. Donc, c'est de là que l'exclusion est apparue et la nécessité pour les professions libérales de souscrire à de l'assurance responsabilité professionnelle. Et on a assisté dans les années 50 et 60 à une ouverture des tribunaux. On a obtenu de l'aide juridique. Il y a eu des programmes sociaux qui ont été mis en place. Donc, il y a eu une démocratisation immense du droit au Canada. Et ça a fait en sorte que des gens qui faisaient face à certains litiges euh, ont commencé à revendiquer leur position en réclamant réparation pour faute, erreur ou omission. Et c'est là où il y a eu les grands fonds, les grands groupes comme la Chambre des notaires. Le barreau, ça fait longtemps que ça existe, ça. Le programme de responsabilité professionnelle. Mais tous ces grands groupes-là se sont constitués. Et après ça, ben, le droit se démocratisant encore plus avec les lois sur le travail et tout le tralala. Ben, écoutez, tout ce qui avait l'air d'un professionnel se retrouvait et qui prêtait flanc à des réclamations. Et c'est aussi, on retrouve ça aussi dans le domaine de la santé. Toute la partie santé qui est les médecines alternatives, les kinésios, tous ceux qui ne forment pas nécessairement des ordres professionnels. Courtier d'assurance, ce n'est pas un ordre professionnel. Sauf que la Chambre de l'assurance de dommages nous exige d'avoir de la responsabilité professionnelle. Donc, de plus en plus, les gens qui exercent une profession et qui ont un devoir de conseil ou qui ont un dû à leurs clients, ça prête flanc. Donner conseil, vous savez, je donne conseil à mes enfants, puis ça a l'air que ça me revient tout le temps dans le visage. Bref, c'est le pur de votre métier. Vous, c'est de voir, d'être des yeux
d'être le plus intelligent dans la meute des ours. Donc, on va dire aussi que la responsabilité professionnelle doit être maintenue sans interruption. S'il y a interruption de la responsabilité professionnelle, ben on reboot. Ça veut dire qu'il va y avoir une nouvelle date de rétroactivité, donc tout le reste de votre passé va être exclu. Si vous aviez fait 1500 inspections en bâtiment, bien écoutez, il n'y en aura pas une sur les réclamations qui pourraient surgir qui pourrait y avoir fait et cause. Donc, premier conseil que je peux vous donner, ne vous faites jamais annuler pour non-paiement. C'est la pire des conséquences, c'est-à-dire que vous allez avoir une nouvelle date de rétroactivité si vous êtes assuré par un autre assureur, parce que rarement, l'assureur qui n'a pas été payé va reprendre le mauvais payeur, mais vous allez tout rebooter votre carrière. Donc, soyez vigilants sur cette partie-là. On passe à une autre diapositive. Que signifie l'inspection visuelle non destructive? Bien, écoutez, au Québec, l'inspection visuelle non destructive, c'est examiner sans endommager, sans altérer l'immeuble, sans changer les composantes visibles et accessibles. On n'est pas obligé de dégarnir un endroit pour avoir des, euh, des soupçons, de détecter des défauts apparents. Parce que vous êtes à 80 des cas, là, ce que je vois là, dans mise en demeure, c'est vice caché. Mais bateau, s'il était caché, il n'était pas apparent. Donc, vous aviez une inspection visuelle non destructive. Vous ne rentrez pas en arrière des meubles, du gypse. Donc, vous êtes quand même capable de, par vos formations, par votre expérience, de détecter les défauts apparents, de détecter les signes de détérioration, d'obsolescence, les indices de problèmes potentiels. Et c'est important de les noter. Et c'est important de dire, un coup que vous avez fait qu'il y a un indice potentiel d'un problème, de retourner à un professionnel qui lui pourra aller plus loin dans son investigation. Il faut comprendre que vous n'êtes pas nécessairement des technologues, des ingénieurs et tout le tralala. Et aux yeux de la Cour, vous êtes des gens qui sont mandatés pour faire des inspections visuelles non destructives. Les juges sont sensibilisés à ça, de dire, vous faites du visuel non destructif. Donc, ils vont immédiatement, sur un vice caché, soulever certains doutes, dire, comment pourrions-nous faire autrement que de voir? Donc, c'est un peu ça. Cette démarche se fait à l'œil nu, à l'aide d'outils non invasifs, des lampes, des caméras, des trucs d'humidité, sans ouvrir les murs, les plafonds, les autres éléments fermés. Il est bien clair que si vous allez faire du prélèvement et tout ça, ça doit se faire dans les règles du jeu. Thermographie, vous devez être certifié. Pour un truc d'humidité, ça vous permet de conforter les indices de problèmes potentiels. Ça ne vous permet pas d'offrir des certitudes, mais vous pouvez dire, il y a un problème d'humidité. Et j'ai un exemple flagrant. Oui, vous entrez dans une maison, vous allez dans la salle de bain. Écoutez, cette famille-là a 4 adolescents. Ils ont 13, 14, 15, 16. Le matin, c'est toute la gang prend une douche, papa et maman inclus. 6 douches. Vous savez ce que c'est des adolescents? Prennent leur serviette, sont tout mouillés, font un beau tas. C'est sûr que si vous passez pour l'inspection visuelle, vous allez dire, ici, c'est solidement humide. Il y a peut-être quelque chose. Mais c'est juste l'environnement qui vous donne des indices potentiels d'humidité. Donc, je pense qu'il y a manière d'aller chercher des éléments qui vont vous permettre de voir autre chose, et c'est surtout par vos notes dans vos inspections qu'on va pouvoir le voir. Donc, l'inspection visuelle, elle est non destructive. On va aller à l'autre élément, puis c'est là-dessus que je veux vraiment mettre l'emphase aujourd'hui.
On y va, on change de diapo, Frédéric, merci beaucoup. Il est important d'agir selon des normes de pratique. Votre médecin agit selon des normes de pratique. Votre notaire agit avec des normes de pratique. L'avocat agit avec des normes de pratique. Votre courtier d'assurance agit avec des normes de pratique. Tout le monde a des normes de pratique et c'est sur là-dessus que ça repose vos inspections. Vous avez des normes, la norme principale pour le préachat, qui sera bientôt celle qui va être réglementée par la RBQ, c'est la BNQ 3009-500. Mais il en existe 1 million d'autres. Si vous faites un petit peu de commercial, des millis commerciales, il y a plein d'éléments qu'on doit vérifier. Donc, la première question qu'un juge va vous poser, avez-vous les qualifications minimales pour faire ça? Ben oui, j'ai fait le 30 heures d'équivalence pour la RBQ pour faire l'option 1. Je détiens un AEC avant telle période ou après telle période. Donc, c'est là que ça vient renforcer votre crédibilité de dire que vous êtes plus connaissant que la moyenne des autres. L'inspection doit être attentive, mais pas exhaustive techniquement. Elle se limite aux éléments qui sont accessibles et visibles sans être obligé de démonter puis de faire des tests destructifs. Donc, votre inspection doit reposer sur ce grand principe-là. Parce qu'on va vous dire, si vous avez été en arrière du mur puis que vous avez manqué un vis qui était techniquement caché, et de le décrire et de bien... Là, vous risquez de vous mettre en péril. L'assureur va toujours prendre fait et cause, mais vous avez un indicateur où il y a des fortes chances que vous soyez pris dans le feu du combat. L'objectif, c'est de fournir au client, à la cliente, les meilleures connaissances sur l'état de son bâtiment. C'est vous qui prenez la plus belle photo du bâtiment qui est à vendre ou à inspecter ou à faire la démonstration. Et c'est dans un moment donné et dans un où vous allez détecter les vices apparents, les indices des problèmes qui pourraient survenir. Aussi, de parler d'obsolescence. Il y a un produit, une toiture, ça a une certaine durée de vie. Si en plus, on est face à des vents qui sont fréquents, ben, c'est clair qu'on va avoir une obsolescence qui va arriver plus rapidement. Donc, votre rapport écrit, c'est votre passeport pour soit vous exonérer en cours ou dans toute autre tractation judiciaire que vous pourriez faire face. Et c'est ça qui va aussi venir cadrer l'inspection, la limitation. Donc, sur le site Internet de la PCHQ, ça fourmille de documents. Il y en a plein qui vont vous permettre d'aller plus loin dans votre pratique et pour que vos pratiques reposent sur des normes et gabarits. La police d'assurance de la PCHQ Centrex vous permet d'aller plus loin. Elle vous permet de faire l'inspection de résidence de travailleurs étrangers. Elle vous permet de faire des tests d'amiante, des tests de nouveau climat. Elle vous permet plein de choses. C'est parce qu'à la page 30 environ, puis je peux s'y rendre quand vous recevez votre paquet de documents de police, mais on a un avenant d'élargissement des règles du jeu. Mais on vous dit toujours, reposant sur des formations, des gabarits. Vous faites des tests d'amiante? Bien, informez-vous au laboratoire comment on procède à ces tests-là. On ne prend pas un pot maçon et on dit, gars, voilà, c'est le même que le test. On vous remet ça. C'est aller plus loin. C'est de vraiment être formé pour le faire. Puis d'informer aussi vos limites. Euh, dans tous ces trucs-là. Il y a peut-être parfois des limites de votre mandat que vous ne pouvez pas accomplir, soit par manque de formation ou soit parce que vous n'êtes pas confronté souvent à ça. Si vous n'êtes pas capable de faire une maison ancienne, centenaire, peut-être de refiler le mandat à quelqu'un. Ou un échange de mandat, dire, moi, une centenaire, je ne sais pas par quel bout de poignée.
sais, vous manquez la description du système filaire d'une maison. Il est en aluminium, mais le feu prend. Bon, peux-tu vous dire que vous allez avoir une réclamation, que vous soyez coupable ou non, vous allez être emmené dans le vol nolisé de Air Inspecteur, puis tout le monde va être cité, courtier, etc. Ils vont remonter tous les anciens propriétaires jusqu'à Mathusalem. Donc, soyez vigilants. Respectez votre savoir. Respectez vos limitations. Allez chercher des formations additionnelles. Puis dépêchez-vous, faites votre autodiagnostic de vos formations. Qu'est-ce qui va vous manquer, vous, pour passer à la réglementation d'octobre 2027? On va aller à une autre diapositive. La gestion du risque, comment protéger son dossier sinistre? Ben, c'est pas plus compliqué que la prévention. Les qualifications requises, aller en formation, de toujours être en formation. Écoutez, il y a plein d'ordres professionnels qui exigent des unités de formation continue. Un courtier d'assurance, je dois en obtenir 20. Un avocat au barreau doit en obtenir une trentaine par période de renouvellement. Donc, ça nous est obligé par la loi. Allez-y donc, vous aussi. C'est d'aller chercher les formations qui vont venir compléter l'ensemble de savoir qu'on exige de vous. De connaître les différentes normes en vigueur, les changements. Écoutez, vous avez des ressources à la PCHQ qui vont vous mettre up-to-date les changements du code du bâtiment, des éléments. Vous allez tellement apprendre et avoir d'autres ressources les sorties de secours. C'est quoi les règles du jeu? J'ai tombé sur un petit commercial avec des 6 logements en haut du magasin de chaussures. Mais c'est quoi les règles du jeu? Allez circonscrire tout ça, poser des questions. Le service technique, la PCHQ, c'est riche en savoir. C'est plein de monde, des années d'expérience. Moi, je pense que ça vaut la peine de partager parfois certains éléments. Et quand vous rédigez votre rapport d'inspection, ben c'est rigoureux, c'est étayé. Donc, prenez des photos, prenez des notes détaillées, conservez vos photos. Parfois, vous en prenez 180, puis il y en a 35 qui se ramassent dans le rapport. Bien, conservez la balance des photos que vous aviez. Était-elle pertinente ou pas? On le saura. Mais parfois, ça peut servir lors du procès parce qu'elle nous offre un angle qui peut être différent. Je prends une cheminée qui est endommagée, mais vous, suite au soleil, vous êtes ébloui un petit peu, vous prenez la photo, mais du côté du vent dominant, toute la brique de la cheminée est rongée. Ben, des fois, c'est juste parce qu'on a pris une photo d'un autre élément, du parement ou de la frise ou whatever. Puis là, on va finir par voir, ben oui, c'était de même le jour de l'inspection. C'est pas arrivé de nulle part, là. Donc, c'est important de les conserver. Des fois, ça met en contexte des éléments plus précis de votre inspection. Limitez la portée de votre inspection, bien précisé dans votre rapport, ce qui est inclus puis ce qui est exclu, qu'une partie était non accessible, les limites, la porte était clouée, vissée. Tu sais, à un moment donné, je veux bien croire, mais vous n'arrivez pas là avec un coffre à outils. C'est pas la Brinks. Il y en a qui vont... Il y a une porte qui est là, puis ils ont condamné une issue de secours. La porte ne s'ouvrira plus jamais. Eux autres, c'est pour leur permettre d'avoir plus grand et de pouvoir terminer le plancher au lieu d'avoir un sirop de maïs. Comment le fait-on? Ben, c'est en sondant la porte, etc. Donc, clairer euh, tous ces éléments-là, être très transparent avec le client. Parlez de vos relations d'affaires. Dites, oui, vous avez appelé chez tel franchiseur, ça a été délégué à XYZ sur le territoire de XYZ et de dire, c'est moi, Roméo Tremblay, qui fait l'inspection. Ça va cadrer un peu tous ces éléments-là. Et ça expliquez-lui aussi au client, c'est quoi la portée? C'est une inspection visuelle non destructive avec des moyens et des résultats de l'inspection qui vont être mis en place par vous. On passe à notre diapositive. Frédéric, on passe à un autre. Les conséquences d'un sinistre, ben c'est jamais joyeux. Moi, je reçois, comme je vous dis, une cinquantaine, une soixantaine d'appels par année au niveau des sinistres.
la première des choses, c'est de bien documenter vos trucs. Mais les conséquences d'un sinistre à la souscription, exemple, parce que nous sommes actuellement en période de renouvellement, ben, écoutez, c'est clair que c'est pas comme de l'assurance auto, de l'assurance professionnelle ou de l'assurance responsabilité civile. Il n'y a pas de je suis responsable, je ne suis pas responsable. Non, quand vous confiez votre réclamation à l'assureur, vous lui confiez tout votre paquet de malheurs, tout votre paquet d'éléments qui est évoqué par la tierce partie, comme si vous aviez vous-même à payer ces frais-là d'avocat. Ben, c'est que vous les confiez à quelqu'un d'autre. Et beaucoup de réclamations se ferment avec uniquement les frais parce que les avocats qui sont retenus par la compagnie d'assurance, c'est des gens hors pair. On a des gens qui connaissent la sauce, qui savent comment nier la perte et qui sont capables de faire l'analyse de vos documents, de faire l'analyse de la situation, de faire parler les gens et ensuite de dire, écoutez, Madame Tremblay, vous voulez poursuivre mon inspecteur, mais je pense que vous partez avec 2, 3 balles, là. Ça va pas bien, là. Il y a des prises au bâton. Donc, cette prise en charge-là, qui est tout à fait invisible, imaginez-vous si c'était vous qui avez à payer ces frais-là, d'engager un avocat, d'y faire lire tout ça, etc. Écoutez, juste ouvrir une réclamation, c'est entre 8 et 10 heures de travail. Que ce soit par moi, par vous et par l'avocat et la compagnie d'assurance. C'est 8, 10 heures. Mais écoutez, trouver un avocat en bas de 350 pièces de l'heure aujourd'hui et peu rare à 500 dollars, bien écoute, on arrive tout de suite à 5 000. Donc, la compagnie d'assurance, elle les paye, ces gens-là. Donc, c'est pas évident. Et pour vous, ben, c'est une perte de temps. Il y a des coûts indirects à ça. Il y a des éléments qui peuvent aussi être réputationnels. Il y a des gens qui vont dire, ah lui, il est pas bon, il est pas bon, il est pas bon. Fait qu'ils vont dire à leur courtier, puis le courtier va dire à l'autre courtier vendeur immobilier. Puis à un moment donné, ça pourrait être, vous mettre en de sérieux problèmes réputationnels. Qui dit, ouais, mais là, c'est 4 poursuites qu'il y a, lui-là. Là. On y en donnera plus de job. Quoi faire lors d'une réclamation? Quoi faire lors d'une réclamation? C'est pas compliqué. Ne jamais admettre que vous êtes fautif, surtout si vous laissez l'assureur vous défendre. L'assureur prend fait et cause pour vous. Donc, au départ, il considère que vous êtes le professionnel, vous êtes la personne la mieux formée, vous êtes la personne qui ne fait jamais d'erreur, vous êtes la personne qui ne fait jamais d'omission. Donc, l'assureur prend votre défense. C'est pas à vous dépatouiller. Parfois, oui, hein, il y a quelqu'un, il s'étire, c'est le beau-frère du beau-frère de l'homme qui a vu l'ours et qui essaie d'obtenir de votre part une certaine admission. Mais quelles sont les chances de l'assureur de vous défendre quand vous dites sur le terrain à un tiers qui va vous poursuivre en mise en demeure, hey, il m'a dit qu'il était responsable. Ma femme puis mon beau-frère étaient là. Vous êtes fait à l'os. Vous êtes fait à l'os. L'assureur est plus capable de prendre fait et cause pour vous. Il n'y a plus de défense. Il y a des témoins. Il vous a entendu. Vous l'avez écrit sur un courriel, sur un texto. Tu sais, vous êtes, jusqu'à preuve du contraire, toujours quelqu'un qui n'en fait pas. Et Dieu seul sait qu'il y en a plein qui n'en font pas. Malheureusement, comme je vous ai dit, on fait face à des poursuites futiles qui engagent des frais. Donc, une réclamation, là, en partant, pour l'assureur, c'est 5 000 $. Puis s'il y a une indemnité au bout, vous comprendrez qu'un assureur, c'est là aussi pour faire de l'argent un peu. Fait que si votre prime est 3 500 $, puis vous avez 5 000 $ de réclamation, à la deuxième réclamation, il va commencer à fatiguer puis dire il a peut-être plus sa place avec nous autres. Il aura pas assez d'une vie pour payer sa police puis ce dossier-là soit rentable avec nous. On préfère passer notre tour puis en prendre un autre. Donc, il faut être jaloux de son dossier. Il faut être jaloux de sa réputation, de dire moi, j'en ai pas de sinistre. Puis je suis content de ne pas en avoir. On passe à un autre diapo, s'il vous plaît. Donc, ça a des impacts, comme je disais, les frais de défense, les indemnités à payer, bref, les dossiers. Puis tout ça se fait, un coup, vous avez fait
la mise en demeure, etc., vous êtes toujours le dernier, et moi-même aussi, on ne sait pas où ce qui est rendu. Des fois, ça peut prendre 2 ans, 3 ans, 4 ans à régler un dossier, surtout s'il se ramasse devant un tribunal. On va avoir des conférences de règlement à l'amiable. On va avoir toutes sortes d'éléments juridiques dans lesquels on va être appelé à y aller. Donc, c'est pas le fun. On n'a pas avoir de l'assurance, mais ça nous implique quand même. Il s'agit de notre réputation. On passe à un autre diapo, s'il vous plaît. Ben, les conséquences d'un sinistre en cas de réclamation, je vous en ai dit tantôt. Puis, essayez pas de négocier au main de vos règlements. En partant, est-ce que vous avez tous des quittances quand vous faites dire ouais, on règle ça 600 piastres, puis c'est le coût de l'inspection, puis on n'en parle plus. Ouais, puis lui, après ça, 3 mois plus tard, il dit c'est comme avouer son tort, il nous a donné 600 piastres. Pourquoi on y va pas pour la grosse balle, on va y aller 14 500, on va aller aux petites créances, puis on va l'avoir encore. Parce que tu n'as pas fait de signer de quittance ou quoi que ce soit. Laissez ça aux professionnels. Jauger si c'est futile ou pas. On aura une petite idée à qui on a affaire. On passe à la prochaine, s'il vous plaît. Oh, là, on a du fun. Là, je vous donne, c'est une série de réclamations que j'ai reçues, que je reçois. Euh, c'est des exemples d'erreurs, d'omissions. Tu sais, de ne pas signaler la présence d'un vide sanitaire d'une maison, là, dans une partie d'une maison. Je comprends que ce n'est pas tout accessible, mais il y a des questions qui se posent. Alors qu'on aurait pu facilement y accéder. Bien, on a eu une réclamation de cette nature-là qui demandait réparation pour 213 000 en coût de baisse du prix d'achat. J'entends que c'est complètement dingo, là, mais l'assureur doit prendre 213 000, le mettre de côté jusqu'à temps qu'on jauge si c'est sérieux ou pas et d'abaisser la réserve. Donc, si vous, ça fait un dossier, si vous payez 3 500, mettons, on va faire un chiffron, 3 500 piastres, ça veut dire que ça vous prend 100 renouvellements avant de rentrer dans notre argent. Fait que votre dossier est loin d'être payant pour un assureur. Fait que c'est sûr que l'assureur interpelle le courtier et il dit qu'est-ce que tu entends faire dans ce dossier-là? Ben, on doit arriver avec des solutions qui sont créatives afin de continuer à avoir le même pool d'assurés. Donc, ça, c'est des réclamations qui sont arrivées. Omission d'avoir fait mention de fissures apparentes et visibles le long des fondations. Tu sais, quand c'est là, faites le tour. C'est à ça. Il faut les noter, il faut les photographier. Et parfois, ouais, mais là, c'est le stuc que j'ai vu. Ouais, êtes-vous sûr que c'était du stucco qui était fissuré? Erreur d'avoir affirmé et confirmé que la propriété était libre d'amiante. Il y a quelqu'un dans son rapport qui a écrit cette maison est exempte et libérée sans amiante. Sirop de maïs, on a un petit problème. Omission de signaler des déformations de murs de briques, etc., etc. Bref, vous envoyez un chapelet. Je ne veux pas toutes les faire avec vous. Je veux laisser de l'espace pour la période de questions. On va nous rester 15 minutes. Mais cette présentation-là, elle sera disponible sur demande. Frédéric va s'occuper de tout ça pour vous faire suivre l'élément. Donc, en conclusion, c'est votre période de renouvellement 2025-2026. Vos dossiers sont souscrits. Les dossiers qui ont des réclamations sont bien sûr souscrits. Le type d'activité que vous faites, c'est souscrit. Vous allez devoir parfois nous répondre, dire, oui, oui, j'ai telle expertise, j'ai telle formation, c'est pour ça que je vais de ce côté-là. Ou on va vous dire dans une communication accompagnant votre renouvellement qui va dire tout simplement appuyez-vous sur des normes et des gabarits pour aller faire les activités particulières, exemple dans le commercial, etc., etc. Comprenez que l'industriel et l'institutionnel, c'est une activité prohibée, à moins que vous soyez capable de me convaincre que vous avez un cahier de charge ou des éléments comme ça. Bref, je vais terminer la présentation vite faite comme ça. Et on va aller à la dernière diapositive, s'il vous plaît. J'ai fait mon petit wrap-up, mais je vous disais
que ma moyenne de réclamation est actuellement mes frais sont actuellement à 5 800 $ moyens à chaque fois que j'ouvre une réclamation. On va faire un espace pour la période de questions. Il nous reste un petit 15 minutes. Et puis, je vous invite à ne pas manquer le prochain webinaire le 16 octobre prochain. Qui sera animé par Mme Marie-Pierre Germain, qui est conseillère technique de la PCHQ, ainsi que Maître Bergeron, avocat ici à la PCHQ, qui va vous parler de votre expertise, votre crédibilité et comment marquer les esprits au tribunal. Ça va vous aider si vous avez à être préparé pour les petites créances et pour toutes sortes d'éléments lorsque vous faites face à des poursuites. Et elles peuvent être diverses, elles peuvent être du type commercial, relations d'affaires, etc. Mais j'imagine que ça risque d'être intéressant. Je m'y inscriverai. Donc, je vous remercie beaucoup. Shada, je vous laisse la partie animation et de lire les autres éléments. Merci beaucoup de m'avoir écouté. C'est très, très gentil pour tout le monde. Je vais aux questions. Est-ce que tu m'entends, Eric? Oui, j'entends, oui. Bon, Shada, je n'entendais je pas. vais remettre la question d'un bon inspecteur chez nous, Kevin Labonté. Salut, Kevin. Bonjour, On M. a des Labonté. on a des gens de Québec là, avec nous. Là. Oh, oh, oh. Kevin veut savoir qu'attendons-nous pour distinguer dans le formulaire le renouvellement les 2 points, commercial léger, commercial de tout genre, sans habitation. Les OK. 2 points sont présents dans les pourcentages des revenus qu'on doit déclarer. Considérant OK. que l'industriel est clairement prohibé dans le formulaire, quel est le type de grosseur de bâtiment maximum qu'on est assuré avec notre couverture de base? C'est une bonne OK. question. La couverture de base va vous aider. Exemple, là, la norme BNQ, ne sera pas de cachette, là, la norme BNQ vous permet de faire un peu de commercial incidental, entre guillemets. Elle vous permet, exemple, là, vous avez un salon de coiffeur dans un immeuble à condo moins de 6 unités. De 7 unités et moins, pardon, ça vous permet d'aller visiter le salon de coiffeur, le petit dépanneur qui va être dans ce bâtiment-là. On va retrouver aussi dans certaines villes au Québec, exemple, au premier niveau, un magasin de chaussures. Mais au niveau supérieur, on va avoir 6 logements ou 4 logis. Ça, écoutez, ça fait partie de l'incidental de la norme BNQ, à moins que je me trompe. Pour ce qui est du commercial, j'entends du commercial où il n'y a pas d'unité d'habitation. Dans ce commercial-là, dites-vous que ce qui motive et qui devient du commercial lourd, c'est l'achalandage. J'aime mieux qu'on se pose des questions. Motel, hôtel, 21 chambres, j'ai aucun problème. Il y a pas, c'est pas un achalandage. Le pire que je peux avoir dans le parking, c'est 22 chars, puis 44 personnes ou plus. Ça dépend de ce qui est écrit sur l'affiche en arrivant. Mais je veux dire, moi, j'ai aucun problème. Les petites strips commerciales où j'ai un petit dépanneur, un nettoyeur d'août, excusez la publicité, et quelques autres commerces, madame qui reprise les chemises, puis des trucs comme ça. Moi, j'ai aucun problème. Il y en a plein, plein, plein au Québec. Mais, tu sais, avec station-service, hop, on change, tu sais, avec un provisoire, bonissoire, whatever, là, le gros hibou. Avec une station Shell, là, il commence à avoir du monde pas mal. On a des réservoirs à essence. Y a-tu du leaking? Là, tu sais, il y a un paquet de choses qui entrent en ligne de compte. Puis l'achalandage vient facilement. Moi, je prends l'image. Tu sais, en région, facile de trouver des petits centres d'achat que je vous ai nommés, les petits strips commerciales, où j'ai un petit restaurant, pizzeria, domino, puis des trucs comme ça. Mais du gros commercial, c'est de l'achalandage où je vais avoir du multiboutique à l'intérieur. Puis encore là, ça répond à des cahiers de charges. C'est BGIS, c'est les grands donneurs d'ouvrage qui s'occupent de ces bâtiments-là pour Cominard and so on, qui vont vous demander 5 millions de responsabilités professionnelles et civiles pour rentrer là-dedans. Ils vont vous demander un certificat qui témoigne de quelque chose de différent. Tout de suite, en partant, les exigences vont être différentes
pour faire du commercial lourd. On parlait du commercial léger. Ben, c'est clair, net et précis qu'il faut, qu'il faut absolument là, valider qu'est-ce qu'il y en est par rapport à l'achalandage. Puis écoutez, un petit coup de fil, ça ne coûte rien, hein? Ça ne coûte rien, puis je vais vous dire qu'on est hors target. Oui, on est dans le target. Et c'est sûr que si vous avez un incidental d'en faire 1%, 1% là, de 80 000, là, dites-vous, c'est 800 $, c'est une seule inspection annuellement. Là. Ça, il n'y a pas de problème. Là. Puis encore là, du commercial, vous allez charger le double, et sinon le triple. Donc, posez-moi, ça va arriver comme éventualité. Mais dites-vous, c'est dans ces paramètres-là. C'est dans les paramètres du réalisable. Parce que tantôt, quand vous allez faire du RBQ, l'option 2 va vous dire que ça vous prend un RAC, un AEC, un grand bâtiment, etc., etc. Donc, votre plan d'affaires va être à travailler là-dessus. Si vous vous spécialisez dans le commercial, assurez-vous. Oh, Oh, on a un petit problème à cet effet-là. Oui, J'imagine on qu'il est va dans aller nos voir avec bureaux. lui. On va Oui, récupérer Eric dans pas long. Mais ceci étant dit, on a une proposition là, de Pierre qui nous dit est-ce qu'on pourrait préciser par écrit différence entre commercial léger? Ben, c'est une excellente idée, Pierre. Fait que oui, on va travailler sur quelque chose qu'on va pouvoir déposer sur notre site Internet que vous allez pouvoir utiliser. Et ce que je dirais, je ne suis pas un expert en assurance, mais si pour un bâtiment, vous avez un doute, ben, refusez pas le mandat si vous jugez que vous avez les compétences ou quoi que ce soit. Pas de problème à ce que vous le prenez. Téléphonez tout simplement chez Centrex ou peu importe c'est qui votre assureur, juste pour bien valider à ce moment-là qu'est-ce qu'il y en est. Mais moi, ce que j'ai compris, quand on parle vraiment d'opération commerciale, on est assez bien couvert à cet effet-là. Par contre, lorsqu'on est, pour ceux qui sont habitués avec le code de construction, plus dans du industriel, ce qu'on pourrait appeler peut-être du F1, F2 et surtout F3, ben là, ça prend un téléphone là, à ce niveau-là. Et d'ailleurs, les stations de service qu'Éric nous donnait, on est dans du groupe F au niveau du code de construction à ce niveau-là, donc catégorie industrielle. En tout cas, on va mettre ça un peu plus clair. Je vais revalider avec mon équipe technique et l'équipe de Centrex pour vous faire quelque chose de plus précis à cet effet-là. Je pense que c'est très, très, très pertinent comme commentaire. Maintenant, on dit, est-ce qu'il existe des couvertures pour plus de 6 ans après le retrait ou la fin de la pratique? Je vais la reprendre parce que je sais qu'Éric a la réponse là-dessus. Je suis revenu, Jean-Pierre qui... Ah, excusez-moi, excellent. c'est Bon, une panne de courant. ça arrive dans les meilleures vies. Bon, ben, Éric, une question pour toi. Est-ce qu'il existe des couvertures pour plus de 6 ans après le retrait ou fin de pratique? Est-ce qu'il y a un délai de prescription pour intenter une poursuite? Bon, il y a une partie, c'est du droit, puis il y a une partie, c'est de l'assurance. On va y aller pour ce qui est de plus que 6 ans. Pour l'instant, on n'a rien qui existe à plus que 6 ans au niveau du programme de la PCHQ. Je sais pertinemment que c'est au travail actuellement, cette partie-là, mais ça prend des actuaires qui travaillent la chose. Ce que l'on sait actuellement de la mathématique d'assurance, il reste environ, après 6 ans, il reste environ 3 ou 3,5 de notre book of business qui pourrait encore prêter flanc pour une poursuite juridique. Je vais vous parler maintenant on pourrait, en tout cas, éventuellement, ça va pouvoir s'étirer à 8 ans. Mais Éric, si tu permets, j'aimerais peut-être juste faire le parallèle parce que souvent, ce qu'on entend de la part de nos membres inspecteurs, tu sais, c'est les architectes qui l'ont, les autres, les ingénieurs l'ont. Oui. La différence, c'est que c'est un ordre professionnel et c'est tout mutualisé. Dans l'assurance, 100% des architectes, des ingénieurs, leur assurance est dans leur ordre professionnel. Donc, même quand un architecte prend sa retraite, ben, c'est ceux qui sont là qui continuent à cotiser dedans. C'est ça. Ce qui n'est pas le cas présentement pour les assurances. C'est quelque chose de même. Donc, la pérennité du fonds existe. Elle est en réassurance. Elle est assurée par l'argent du membership. Dans le cas qui nous occupe, on parle de
d'un potentiel environ de quoi, 1100 inspecteurs à travers le Québec. Il y a combien d'ingénieurs, il y a combien de technologues, il y a combien d'architectes, il y a combien de notaires, il y a combien d'infirmières. Et, tu sais, ça prend une force, un nombre. Ça prend une prime pour faire face à la musique. Et oui, éventuellement, je sais qu'en tout cas, par la bande que mes patrons travaillent pour essayer de trouver une façon d'étirer tout ça. Mais vous comprendrez que c'est à la découverte. La prescription, là, elle commence à la découverte. Si je découvre, suite à une inspection de 2017, en 2025, je découvre aujourd'hui là, qu'il y a eu erreur ou omission de votre part, je peux adresser une mise en demeure jusqu'en 2028. Et là, la prescription s'exerce en 2028 parce que j'ai découvert. Il y a des traces. On fait un peu de. Il y a quelqu'un qui a découvert ça. Donc la j'ai 3 prescription ans. s'existe à partir de la découverte du 3 tort. ans à partir du moment que j'ai découvert qu'il y avait une erreur ou une omission. Exactement. Donc, vous comprendrez que peut-être qu'en 8 ans ou en 6 ans, cette maison-là a changé de propriétaire 3 fois ou qu'il y a eu obsolescence. À un moment donné, la preuve du client est moins. Plus on est proche, ben, plus c'est facile de se défendre. Hein? Quand on est loin, mais là, tu peux dire, mais écoute, Joe, il y a eu 4 propriétaires. Personne n'a vu ça. Il y a eu une tempête, il y a eu ci, il y a eu ça. Tu sais, à un moment donné, ça va devenir futile. Et plus on est loin, mais le tiers qui nous poursuit, ça va y prendre des poches profondes. Là. Parce que pour faire la preuve de sa perte, lui aussi, parfois, il engage des experts, des ingénieurs, puis des ci, des ça. Sachez que c'est toute une côte à remonter, ça, là. Tout à fait. C'est la même J'espère affaire que au j'ai niveau des répondu à vices la cachés question. pour un entrepreneur. Plus que tu es loin de la date, plus que c'est difficile de démontrer la cause à effet. C'est pour ça que je vous dis qu'il reste un incidental de 3,5 à peu près à la 6e année réalisée. Donc, tu sais, où on pourrait. Donc, c'est sûr que si pendant 35 ans, vous avez fait 300 inspections par année, ben là, vous prêtez flanc aussi par volume à plus de réclamations. Tu sais, il y a tout ça aussi, là. Mais quelqu'un qui a exercé pendant 15 ans et qui a fait à peu près 150, ben, ça va mourir de sa belle mort, là. Il y a eu la maison qui a été vendue, que vous avez inspectée il y a 15 ans, ça se peut qu'elle ait été vendue 3 fois depuis ce temps-là. Puis qu'elle a été rénovée, puis ci, puis ça, puis que les erreurs arrivent d'ailleurs que de votre inspection. Mais on travaille là-dessus, on prend ça quand même au sérieux, autant Centrex que la PCHQ. C'est pas élastique, ça prend des calculs, puis un paquet de choses. Et actuellement, ben, écoutez, le groupe est jeune quand même au niveau de Centrex à PCHQ. On fait juste commencer à avoir beaucoup plus de stats. C'est pour ça qu'on vous demande de passer par l'Internet, ça rentre dans un beau fichier, puis on est capable de manipuler la data. Parfait. J'ai une question de Jean-Pierre Gervais qui dit Internachi, il y avait un service d'interception des réclamations avant qu'elles soient déclarées à l'assureur afin de réduire le nombre puis de régler en amont. Avez-vous un service similaire? Juste avant que tu embarques là-dessus, je veux juste dire qu'il y a une différence entre protéger l'assureur et protéger ses membres. Je vais te laisser aller, Éric, avec ça. Là. Mais oui, il y avait ce service-là, tout à fait. Oui, mais les résultats étaient quoi? Je ne pourrais vous le dire, puis je ne voudrais pas. Mais Éric, ça serait quoi la décision si, mettons, je fais une interception de réclamation et l'assureur n'est pas au courant de ça, puis je pense qu'on a réglé ça et le dossier revient 3 ans plus tard, qu'est-ce qui pourrait se passer comme inspecteur? C'est là où l'assureur se retrouve lésé dans son droit là, de prendre fait et cause. Il va dire, écoute, ça fait longtemps, sinon je serais intervenu de telle façon dans votre dossier. Il pourrait juste nier la perte. Donc, l'assureur aurait été protégé de ça, mais pas l'assuré. C'est l'assuré qui pourrait être responsable tout seul avec un élément comme ça. C'est fait par qui? Est-ce que c'est fait par un contentieux? Est-ce que c'est fait quelqu'un qui arrive de l'assureur, qui arrive, tu sais, que les éléments qui vont faire en sorte que votre réclamation va devenir non recevable ou qui pourrait prêter flanc justement à un droit de défense additionnel. Moi, je vous dis, dans le doute, on confie dans le doute, on confie à l'assureur. Dans la certitude, on confie à l'assureur.
On peut peut-être demander ou en confiant à l'assureur de dire, écoutez, je voudrais avoir un œil du contentieux de la souveraine dans la mesure que ça va être un avis qui va être comme sous toute réserve avec dépôt des pièces. Mais, on va vous dire, un avocat, ça marche tout le temps sur le bout des pieds. Hein? Il va dire, regarde, on pourrait nuire à ci, on pourrait nuire à ça. Et je veux dire, même une réclamation futile, comme je vous ai dit, coûte autour de 5 000 $. Tu sais, est-ce qu'on le confie ou on ne le confie pas? Dans le doute, on confie. Je veux dire, tous les gens que je rencontre en assurance, ils sont contents, ils ont confié. Et quand on parle de niveau de prime, je veux dire, ça ne sera jamais comme le niveau de notre patrimoine qu'on protège et notre réputation. Ceci dit, vous avez accès en tant que membre de la PCHQ au service juridique de la PCHQ. C'est tout à fait sans frais pour nos membres. Et puis, on est capable de regarder d'un peu de la même façon qui était fait avec Internachi, sauf que là, c'est avec des avocats qu'on est capable de faire ça, d'avoir une entente avec la personne, mais on tient quand même au courant l'assureur. Sauf que quand l'assureur est au courant, tout est déjà réglé. Là, un coup de téléphone, ça s'est réglé, on a signé des papiers. Puis, puis là, il y a Sylvain qui nous demande, en confiant une réclamation à l'assureur, la prime sera-t-elle augmentée pour les prochaines années? Il y a deux choses là-dessus. Ça dépend si c'est juste souligné, c'est clair que oui. Quand on a bien réglé, tout est bien fait, il peut y avoir un impact, mais je pense que ce n'est pas si majeur que ça, Éric. C'est tout dépendant. Comme je vous dis, c'est le but de la mutualisation d'un pôle d'assurance. C'est-à-dire, on se met les 500 qui habitent sur une rue, puis on dit, on met les 500, on met chacun $1 pour assurer nos maisons. Ça ne sera pas long que le 500 $ va être épuisé, un de ces cas. Donc, il y a des niveaux de primes qui doivent être respectés. D'une année à l'autre, il y a l'assureur qui regarde les dossiers qui, entre guillemets, sont soi-disant non rentables, parce que c'est pas compliqué, c'est des colonnes de chiffres. Tu as réclamé pour 10 000, puis tu as une prime de 3 500, regarde, en partant, tu n'es pas rentable, mais tu es sauvable. Tu sais. Donc, tu es sauvable comment? En ayant une surprime de 5, 10, ou parfois, c'est une franchise par rapport à ce que tu as exécuté qui va être augmenté. Bref, oui, comme dans tous les cas, prenez votre assurance automobile. Je suis sûr que vous êtes plusieurs à n'avoir jamais eu de réclamation ou si peu en assurance auto, puis ça vous coûte 1 000 $. Ça coûte 1 000 $ pour rouler avec ton char puis il t'arrive à rien. Mais quand il t'arrive quelque chose, responsable ou pas, ça décide juste comment la prime va être calculée. Puis on n'est pas là dans les trucs de police qui pardonnent puis des trucs comme ça. Puis on est loin du domaine des lignes personnelles. On est dans l'assurance des entreprises. En assurance des entreprises, il faut que le pool soit rentable. C'est la même chose en assurance des lignes personnelles. Et on travaille pour que le pool demeure toujours rentable pour pas qu'on fasse d'antisélection. Qu'on dise, regarde, pas compliqué. On a en clair 12 par année, ça ne nous dérange plus. C'est 12 collègues et ça pourrait être vous. On est mieux de répartir la charge au niveau des réclamations. C'est des charges parfois qui sont de 5 à 10 % ou des franchises qui s'élèvent. Et c'est sûr que s'il y a un cumul de l'œuvre, on est rendu à notre troisième réclamation, là, c'est sûr que ça compte plus solide. Excellent. Ça fait le tour des questions. On a dépassé de 5 minutes notre chose. Mais merci beaucoup, Éric. C'était très instructif. Donc, Centrex, les gens sont toujours là pour répondre aux questions. Le prochain webinaire au niveau de l'inspection, Éric, tu en as déjà parlé le mois prochain, au mois d'octobre, qui va être sur le témoignage au tribunal et les rapports d'expertise qui ne sont pas la même chose que la norme BNQ pré-achat. L'ensemble de mes conseillers techniques, mes 10 conseillers techniques à la PCHQ ont déjà eu ces présentations-là. J'ai déjà eu ça à l'époque où j'étais tout jeune avec une épaisse chevelure bouclée. C'est une très bonne présentation. Elle a été mise à jour depuis ce temps-là. C'est une très bonne présentation. Et également, on vous invite à nous faire part de vos questions. Pas juste vos questions, oui, vos questions, mais également vos idées de sujets que vous aimeriez qu'on vous traite en webinaire. On ne fait pas ça pour vous, on fait vraiment ça pour vous. Puis on aime ça, travailler pour vous autres, soit dit en passant. Donc, merci bien tout le monde. Un gros merci, Éric, d'être venu faire la présentation. C'est bien apprécié. Et puis, salutations tout le monde. Au revoir.